je me présente déjà dans un premier temps, donc je suis Donovan Ray. Ça fait 10 ans que je fais du trading, de l'investissement. Ça fait à peu près 7 ans que j'utilise donc l'analyse technique systémique, donc le système qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc je suis le fondateur donc, du site kiwangan.co, donc celui-ci que vous pouvez voir là. Je suis donc membre de WeBourse et je fais de l'analyse donc et du trading mais multi-actif, donc que ce soit actions, forex, matières premières, métaux, crypto, tout y passe. Merci Youssef pour le son et l'image, c'est top. Et vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, même si je pense que vous venez principalement de Twitter, mais vous pouvez me retrouver donc le pseudo est sur votre écran. Donc, dans ce live, je vais essayer de dégrossir le plus possible l'ATS, donc l'analyse technique systémique. Surtout que le fondateur est dans le chat, donc je vais faire super attention à ce que je raconte. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de dégrossir, on va pas rentrer vraiment dans les détails, faut quand même que ce soit digérable. Simplement, il faut savoir que voilà, l'ATS c'est un système donc d'analyse et de gestion qui peut paraître compliqué au premier abord parce que vous avez forcément vu ou vous utilisez probablement au quotidien soit du chartisme, soit de l'Ishimoku ou autre chose. Donc au premier abord ça peut sembler compliqué, ça l'est pas du tout, vraiment. C'est juste je pense qu'il y a un léger travail de déconstruction pour pouvoir se lancer sur ce système. Donc voilà, dans un premier temps. Donc l'ATS, voilà, c'est un système donc d'analyse et de gestion. Donc on va définir un peu tout ça. Ensuite, on va parler donc des possibles. Donc merci Eric, moi aussi je t'aime. Donc des possibles, donc qui sont les formes possibles pour construire des scénarios dynamiques, donc en fait des plans de trading. Ensuite, on fera un point rapide donc sur ce que c'est que Oggy et Jack, qui sont en fait les niveaux de polarité des moyennes mobiles à 7 périodes et 20 périodes. Et je vais vous montrer, après tout ça, toutes ces bases théoriques, comment moi je les utilise et comment je les mets en pratique au quotidien. Donc, l'analyse technique systémique, de par son nom, elle est systémique. Pourquoi elle est systémique? Parce qu'en fait, on utilise dans une même fenêtre 6 unités de temps, donc en simultané. Donc moi j'ai tendance à utiliser le jour, l'hebdo, le mois, le trimestre, le semestre et l'année, parce que je fais principalement du swing trading, donc des positions de plusieurs jours à plusieurs semaines. Un gros bisou Daniel. Donc voilà, l'idée de la systémique, c'est que dans ces 6 unités de temps, on a une propagation, donc une interaction entre ces 6 unités de temps. Donc ce qui se passe dans l'unité de temps, dans une unité de temps donnée peut se propager dans une autre. Donc pour l'exemple, une dynamique haussière qui se met en place dans une unité de temps jour peut se propager dans l'hebdo, puis l'hebdo dans le mois dans le trimestre dans le semestre et le semestre dans l'année. On dit aussi donc que l'ATS est dynamique, puisque de par ces 4 indicateurs techniques, qui sont donc la moyenne mobile à 7 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes, le SAR et les bandes de Bollinger, c'est des indicateurs donc du coup techniques qui se calculent en permanence en fonction de l'évolution du prix de l'actif. Donc on parle alors d'indicateurs dynamiques, d'où le terme dynamique pour l'ATS. Et on parle aussi donc en ATS, on a ce qu'on appelle des possibles. Donc avec tous ces éléments, donc les indicateurs techniques et les 6 unités de temps, on établit des scénarios dynamiques à l'aide des possibles. Et ces possibles, ce sont les phases de bande de Bollinger, les croisements des moyennes mobiles et le croisement du SAR avec la M20. Donc un possible représente une forme d'indicateur, donc soit le croisement, pardon, le faux croisement, le non-croisement, le croisement du SAR avec la M20 et les phases des bandes de Bollinger. Donc c'est une forme qui ne s'est pas encore matérialisée, mais qui peut apparaître dans le futur. Le peut, donc le possible. Il est possible dans l'avenir que cette forme apparaisse sur votre graphique. Donc les possibles sont envisageables seulement près des supports ou des résistances. En ATS, on achète
où on ne vend jamais de breakout, ou en tout cas très rarement, on y reviendra peut-être plus tard dans d'autres lives, mais en tout cas, on achète sur support et on vend sous résistance. Tout ça pour éviter, enfin en tout cas pour avoir une bonne gestion du risque. Donc, les possibles, donc ce que je vous ai dit plus haut, donc les formes possibles, qui sont les phases des bandes de Bollinger, les croisements des moyennes mobiles et le croisement du SAR avec la M20. Donc, dans les phases des bandes de Bollinger, il y en a 4. Il y a la phase 1, qui est la phase de plateau, c'est la phase neutre. Il y a la phase 2, donc qui est haussière ou baissière, c'est, on peut dire, l'amorçage d'une volatilité. Et la phase 3, qui peut être haussière ou baissière, c'est, je dirais, une continuité de la tendance. Puis la phase 4, c'est une pause dans la tendance, donc qui peut être haussière, baissière ou neutre. On va passer sur les graphes pour que je vous montre un peu de tout ça. Voilà. Alors, logiquement, voilà. Si je fais ça, normalement, vous voyez mes graphiques. Normalement. Vous pouvez me préciser si vous voyez bien mes graphiques, d'ailleurs. Juste pour être sûr que je parle pas dans le vide. Parfait. Donc du coup, pour refaire, pour vous montrer des exemples de phases de bande de Bollinger. Donc exemple sur l'action US, donc Meta, anciennement Facebook. Donc on a la phase 1 ici. Donc comme on peut l'observer, les bandes sont plus ou moins plates, même si elles oscillent légèrement, c'est relativement plat. Donc ça c'est la phase 1, la phase neutre, la phase de plateau. Il se passe peu de choses ici. Personnellement, il y en a qui font du trading de range. Moi c'est vraiment pas mon truc. Je ne fais rien dans ce genre de configuration. Par contre, ce qui commence à être intéressant, c'est la phase 2. Donc ici, phase de haussière. Alors bien entendu, ça fonctionne à la baisse. On a des phases 2, 3, 4, enfin 2, 3 baissières. Hein. Là, c'est un exemple haussier, mais c'est la même chose dans l'autre sens. Donc ici, les ellipses vous montrent la divergence des bandes, donc quand on passe en phase 2. Donc là, on a une phase 2 haussière hebdo qui s'amorce. Donc, on voit bien que le prix monte, monte, monte. Puis, la phase 3 qui est ici. Donc, la phase 3, c'est simplement quand la bande opposée au prix, donc le prix était là, se retourne. Donc, on voit bien que la bande passe de rouge à verte, donc elle se retourne. On est en phase 3, phase 3, phase 3, phase 3. Et ici, la bande se retourne, donc on passe en phase 4. Et qui dit phase 4 dit souvent pause ou même un stop dans la tendance amorcée dans la phase 2. Donc ici, quand une phase 4 se met en place, on sait qu'il y aura probablement une pause. Alors de combien de périodes ça, on ne peut pas vraiment le définir en avance, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il est préférable de sortir de position. Donc après la phase 4, on retourne en phase 1 et on reprend le cycle phase 2, phase 3, phase 4. Voilà pour les bandes de Bollinger. J'espère que c'est assez clair, j'espère. Si vous avez des questions là tout de suite sur les bandes de Bollinger, n'hésitez pas, pendant qu'on y est. Sinon, je passe tout de suite sur les croisements. Donc les croisements des moyennes mobiles. Donc on a soit le croisement faible ou fort, on a soit le faux croisement et on a soit le non-croisement. Donc on a 3 sortes de croisement des moyennes mobiles. Tu utilises les bandes standards de TradingView? Oui, alors j'utilise les bandes standards, oui et non. Il me semble que celles-ci sont... Alors c'est un indicateur spécifique, mais il me semble qu'elles sont configurées en... tac... Code source... tac, tac, tac. Je crois qu'elles sont configurées en moyenne, donc HLC3, il me semble, le terme exact. Qu'en fait, c'est moyenne des plus hauts, des plus bas et de la clôture. Si je fais ça.
fermeture, voilà. Elles sont configurées comme ça. Donc HLC3. Voilà, autrement dit, comme dit Daniel, prix typique. Donc, on est OK sur les questions des bandes de Bollinger? Si c'est le cas, on passe au croisement. Donc oui, donc les croisements, il y en a de 3 sortes. Donc croisement faible, fort, faux croisement et non croisement. Donc, petits exemples du coup. Tac. Quel abonnement TradingView permet ça, s'il vous plaît? Alors, c'est l'abonnement premium. Alors, il me semble qu'il y avait une offre récemment pour le Black Friday. Je ne sais plus s'il y a encore quelque chose. Mais sinon, c'est une offre à 599 $ par an, il me semble. Mais voilà, il y a souvent des offres de la part de TradingView qui sont assez conséquentes. Mais vraiment, ça en vaut la peine, surtout quand on est multi-actif. Déjà parce qu'on a toutes les cryptos. Donc quand on fait un peu de crypto, c'est intéressant. Et on a vraiment tous les actifs, ouais. Donc c'est sympa. C'est vite amorti, je dirais. Donc, les croisements. Les croisements, donc exemple, allez, action américaine. Donc pour les croisements, donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a les croisements faibles et forts. Ici, dans l'ellipse, on voit quoi? Qu'on a un croisement fort. Alors pourquoi un croisement fort? C'est quand M7 qui est haussière croise M20 qui elle également est haussière. A l'inverse, un croisement faible, ça aurait été une M7 verte qui croise une M20 rouge. Donc c'est simplement pour dire que la dynamique haussière est puissante, puisque la M7 et la M20 sont haussières au même moment. Donc l'objectif naturel donc, de tous les croisements, ça reste la bande de Bollinger, donc opposée. Donc ici, on rentre là. Le premier objectif, ou l'objectif final, tout dépend de votre gestion, sera ici. Voilà. Donc, le croisement haussier, qui est là, étant donné qu'on parle toujours de possible, on achètera dans tous les cas sur support. Donc le support pour ce croisement haussier possible, il était sur la bande de Bollinger supérieure semestre. Donc en gros, si vous vous souvenez bien, les bandes de Bollinger font support à résistance. Donc ici, on achète la bande de Bollinger semestre. On est là, du coup, en hebdo, en se disant, il y aura un possible croisement haussier hebdo sur le support bande de Bollinger supérieure semestre. Donc, voilà pour le croisement haussier. Donc, objectif naturel, la bande de Bollinger supérieure hebdo. Ensuite, pour le croisement faible. Donc, le croisement faible, c'est totalement différent puisque, étant donné qu'il est faible, on sait que la dynamique est beaucoup moins puissante que le croisement haussier. Donc là, ici, on a tout de suite, visuellement, on voit très bien que le croisement baissier est faible, puisque M7 baissière croise M20 qui, elle, est haussière. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je recherche dans un croisement baissier faible, c'est éventuellement des supports sur les unités de temps supérieures. Donc là, le support sur l'unité de temps supérieure, c'était à l'époque Ogi plus 2 mois. Ça, on y reviendra. Si vous vous souvenez, je vous l'ai dit en début de live, c'est en fait simplement le niveau de polarité des moyennes mobiles. Donc là, en l'occurrence, c'est Ogi, donc le niveau de polarité de la M7. Mais vous en faites pas, on va y revenir. Donc, dans notre cas, c'est un support mensuel. Donc, j'hésite pas, enfin, si on hésite toujours un petit peu, mais après c'est une question de gestion du risque. On achète le support ici, et étant donné notre croisement faible, je peux me dire que on peut soit être en range, soit en tout cas retourner voir la bande de Bollinger supérieure dans un premier temps, ou sortir en tout cas une partie de la position ici. Voilà.
ce qu'il faut retenir donc du croisement faible, c'est simplement que la tendance n'est pas assez marquée, pas assez puissante pour éventuellement continuer sa course. Donc là, on a une baisse, mais le moindre support peut être potentiellement acheté. Voilà pour les croisements. Alors, je vois une petite question, tu pourrais nous dire comment installer le setup sur TradingView. Alors ça, j'en parlerai éventuellement dans un autre live, mais en fait, c'est simplement une moyenne mobile à cette période. Donc, si vous tapez moyenne ici, vous insérez moyenne mobile cette période, vous en insérez une autre à 20 périodes, vous insérez ensuite les bandes, les Bollinger, tapez Bollinger, ça ira plus vite. Voilà, les Bollinger ici, et ensuite vous insérez le SAR, hop, voilà, parabolique SAR. Et vous avez tout. Après, si vous voulez mettre, moi je mets un peu de couleur entre mes bandes de Bollinger, mais vous n'êtes pas obligé. Mais ça, il n'y a rien de compliqué. Il me semble que dans les paramétrages des bandes de Bollinger, vous pouvez le faire. Et oui, cette vidéo, elle sera en effet visible sur YouTube à terme, je pense, fin de semaine, jeudi ou vendredi, elle sera postée. Donc voilà, pour le croisement faible, juste, il y a quelque chose que j'ai oublié et qui est en fait très important, c'est justement l'importance des supports et des résistances dynamiques en ATS, que j'ai complètement oublié. Pour l'exemple, alors, qu'est-ce qu'on aurait ici? Donc là, on a l'exemple pur de la M7 trimestre qui fait support. Vous voyez les flèches, voilà. C'est juste pour vous montrer l'importance des supports dynamiques en ATS. Ici, on a les supports SAR, donc ici le SAR trimestre, ici le SAR semestre, le SAR semestre, le SAR année, et normalement, voilà. Et j'avais les bandes de Bollinger ici, c'est assez marquant quand même. Pendant de 2012 à 2019, on a eu un support sur la bande de Bollinger supérieur année. Et après, on voit bien le support d'ailleurs sur la M7 année ici. Voilà. Je suis désolé, j'avais oublié ce détail qui n'en est pas un en vous parlant des supports et des résistances dynamiques en ATS. Donc voilà pour ce petit morceau. Ensuite, on va repasser sur donc, les formes possibles. Donc le diapo, voilà. Donc la dernière forme possible, ça reste donc le croisement SAR et M20. Donc attends, excuse-moi Boris, Donc salut Dono, pour le croisement faible, la MA qui croise à la baisse, c'est bien la M7, merci pour la pédagogie. Alors, coup de chou. Un croisement faible, c'est lorsque les moyennes mobiles se croisent avec une polarité opposée. Oui, voilà, autrement dit, Boris, c'est exactement ça. M7 haussière et un 20 baissière, par exemple. Je pense que Boris t'a répondu. Coup de choc. Est-ce que ça te convient comme ça? Oui, je suis totalement d'accord avec Boris. D'accord, compris. Au niveau de la force du mouvement, M7, 20. Alors logiquement, c'est M7 qui croise M20 enfin tout le temps, les trois quarts du temps, puisque c'est celle qui est le plus qui a le moins de qui est la plus volatile au final. Voilà, merci Eric. Super. Donc le croisement SAR et M20. Donc dans le croisement SAR et M20, c'est très simple, soit un renforcement de tendance, soit un retournement de tendance. Donc soit un renforcement de tendance, soit un refus de phase 3. Donc vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Donc si je retourne sur mes graphes, on va commencer par le renforcement de tendance qui est probablement le plus simple à apprivoiser. Donc le renforcement de tendance,
c'est quand donc le SAR va croiser ou croise la M20, on n'est pas une ou deux périodes près, de toute manière, euh, ça reste une science, ça reste des probas, hein, il n'y a rien de, il y a toujours rien d'assuré, mais dans l'idée, quand le SAR croise la M20 et que on n'a pas de résistance ou de support au-dessus de nos têtes ou en dessous de nos pieds sur les unités de temps supérieures, on a possiblement un renforcement de tendance. Donc comme ici, on observe sur l'Ethereum, on a une clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure hebdo, on a un croisement du SAR et de la M20, et la tendance s'accélère. Après, donc l'idée, l'objectif dans tout ça, donc l'objectif théorique, moi j'aurais tendance à dire, tant que la M7 n'est pas cassée, il n'y a aucune raison de sortir. Donc la M7 du renforcement de tendance, donc ici en hebdo. Là on la casse, si j'avais pris ce renforcement de tendance, je serais probablement sorti ici. Bon, malgré tout ça a continué derrière, mais ça on peut pas le savoir. Donc voilà pour le renforcement de tendance. Si je récapitule, clôture au-dessus de la bande de Bollinger, croisement du SAR et de la M20, et accélération possible derrière. Donc, pour le refus de phase 3, donc le refus de phase 3, c'est quand la tendance... donc c'est à l'inverse en fait du renforcement de tendance, c'est quand la tendance se met en pause ou s'arrête totalement d'ailleurs. C'est l'idée que on va pas faire un cycle logique, donc comme vous avez vu précédemment, donc phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, là, la phase 3 ne se mettra pas en place. Donc, je vous montre ça avec plusieurs exemples, parce que c'est quand même, je pense, le gros morceau de l'ATS pour moi. Oui, j'ai épuisé mon stock de donk, mais je suis très donk, ouais, c'est mon truc. Je le sors à toutes les sauces, c'est une horreur, pourtant je travaille dessus, hein, vraiment. Mais donc pardon, le Nasdaq, je lui remets ça correctement. Ici, donc mars, c'était quand? Mars 2021. Mars 2021. Voilà. Désolé, je mets en place mes graphes. Voilà. Voilà. Là, on a eu un refus de phase 3 baissière totalement incroyable, puisqu'on avait un cluster de support. Donc quand je dis un cluster de support, c'est plusieurs supports donc sur des unités de temps différentes, mais au même niveau. Là, on avait, si vous voyez le curseur, donc on est en janvier 2021, et en janvier 2021, on avait la bande de Bollinger supérieure trimestre, la bande de Bollinger supérieure semestre, la M7 mois, ce qui est énorme. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, on a des supports très forts. Maintenant, ce que je veux, c'est retourner sur mes unités de temps inférieures, là pour le coup le jour, pour voir ce qui pourrait se passer et s'enclencher en UT jour. Donc en UT jour, on voit bien ici la flèche verte qui correspond à toutes celles en hebdo, en mois, en trimestre et en semestre. On trace le plus bas de la phase 2 des bandes de Bollinger, comme on a vu précédemment. Donc le trait orange, ici, voilà, qui correspond au plus bas de la phase 2. Dans un premier temps, on trace ça. Le SAR va croiser ou croise la M20, comme visible dans l'ellipse, ici. La bande de Bollinger opposée au prix se retourne pour faire une phase 3, mais étant donné qu'on ne casse pas le plus bas de la phase 2, la phase 3 ne continuera pas. Elle ne se mettra pas en place. Donc, la phase 3, la pseudo-phase 3 se met en place ici, avec le retournement de la bande de Bollinger. Premier objectif, M7. Deuxième objectif, M20. Alors j'ai tendance à dire que M20 est l'objectif final d'un refus de phase 3, mais quand je peux me le permettre, j'essaye de laisser un solde de quelques dizaines de pourcents, pardon,
de ma position pour laisser courir en fait un solde, clairement, étant donné, surtout quand on voit les supports forts sur les unités de temps supérieures, j'aurais eu tendance à laisser courir ça un bon moment. Mais bon, ça c'est la théorie. Pardon. En pratique, quand on est entré ici et qu'on se retrouve 20 jours plus tard ici, donc on a entre guillemets que 400 points du Nasdaq en plus-value latente, bon, c'est un peu dommageable, alors qu'on aurait pu aller jusqu'à M20 et prendre notre bénéfice en 10 jours. Après ça c'est toujours pareil, c'est une question de choix dans ces positions et de délai, de durée de ces trades tout simplement. Et le stop, c'est le plus bas de la phase 2. Tout à fait. C'est de mettre... moi, je vais te faire ça à vue d'œil, mais tu pourrais mettre ton stop ici. Voilà, à peu près. Ce qui te permet... donc, on a un plus bas à 12 200. Tu mets ton stop, on est même un peu plus haut. Tu le mets à 12 060-70. Et tu as un gain potentiel de 800 points. Donc le risque-rendement est quand même assez top. Voilà pour le Nasdaq. Ensuite, refus de phase 3 toujours sur l'euro-dollar, mais cette fois-ci, refus de phase 3 haussière. Et refus de phase 3 haussière, mais en journalier, il me semble. Voilà, c'était en UT jour. Donc là, même principe que sur le Nasdaq, mais cette fois-ci, c'est un possible baissier avec la résistance, donc SAR hebdo, la résistance M7 mois et la résistance M20 semestre. Le croisement SAR M20 jours est ici. On trace le plus haut de la phase 2 haussière jour, qui correspond bien à mes résistances sur les unités de temps supérieures. Et on voit bien qu'au croisement, la dégringolade arrive. Et à partir de là, c'est l'ouverture à... Après, il faut positiver, c'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à sortir sur la bande de Bollinger inférieure jour, mais pourquoi pas, encore une fois, laisser courir un solde si vous avez déjà fait un joli trade. Voilà pour le possible baissier sur l'euro-dollar. Ensuite, si vous voulez, je peux vous mettre peut-être la chronologie rapidement, histoire que ça vous parle un peu plus. Donc, petit 1, le plus haut de la phase 2. Petit 2, croisement SAR M20. Tac. Petit 3, ouais, il n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Petit 3, retournement de la Bollinger. Et petit 4, je ne le mets pas au bon endroit, c'est dommage. Petit 4, donc ici, ouais, je vois plus rien, je passais ma journée devant les graphes. Petit 4 ici vers M7, puis petit 5 ici vers M20. Voilà l'idée. Ensuite, action américaine, ATV. Alors là, c'est impossible, puisqu'il n'est pas encore arrivé, il ne s'est pas encore matérialisé sur le graphe. Avec, donc, moi j'observe toujours bien à l'avance le croisement SAR M20. Là, on voit qu'on n'y est pas encore du tout, on n'y est pas encore, mais je commence à me poser quand même des questions. Surtout qu'on a un support assez fort en trimestre, qui est le Jack plus de trimestre. Donc j'aurais tendance à entrer même maintenant. Alors c'est pas un conseil en investissement financier, bien sûr, mais j'aurais tendance à entrer potentiellement maintenant, surtout que ce support qui est Jack plus de trimestre est couplé à la M7 année qui est là. Donc des supports très forts pour un refus
de phase 3 baissière moi, voilà, qui peut se mettre en place, donc toujours pour viser M7 puis M20. Ensuite, autre action américaine, donc celui-ci, il a ce refus de phase 3, donc baissière jour, il a commencé à se mettre en place avec le support M20 hebdo. Donc on trace le plus bas de la phase 2, le croisement SAR M20 intervient, on a déjà fait le premier objectif qui est M7, on coupe un morceau de sa position si on veut ou pas, et on laisse courir le reste jusqu'à M20, et plus si affinité. La probabilité est de combien sur un croisement SAR M20 pour que le scénario se réalise? Alors, j'ai jamais fait réellement de backtest. Après, je t'avoue que ça fonctionne très... Eric dit 100%. Ça fonctionne très souvent. Pour augmenter tes probabilités, enfin, je dirais que le mieux, ça serait d'avoir plusieurs supports sur le même niveau. Donc, ce que j'appelle un cluster de support ou un cluster de résistance, pour le coup, tout dépend le sens. Mais voilà, avoir un cluster de support résistance te permet quand même d'aller voir facilement la M20 derrière. Donc, moi, enfin, les refus de phase 3 que je prends, je dirais que je te dis un chiffre vraiment au pif, mais 85-90% du temps, ça passe. Donc, voilà. Voilà pour le refus de phase 3. On repasse sur le diapo. Donc, maintenant qu'on a vu les formes, on va passer à Oggy et Jack. Donc, Oggy et Jack, c'est un gros sujet. Donc, en ATS, puisque Oggy donc, est le trait bleu qui est associé à la moyenne mobile à 7 périodes, et Jack est le trait vert qui est associé à la moyenne mobile à 20 périodes. Et en fait, ce sont les niveaux de polarité liés à la M7 et à la M20. Très simplement, au-dessus de Oggy, M7 est haussière, en dessous, elle est baissière. Au-dessus de Jack, M20 est haussière, en dessous, elle est baissière. Donc c'est des niveaux qui sont très recherchés, et on le voit au quotidien que les prix bataillent beaucoup autour, sur ou sous ces niveaux. Donc c'est des niveaux qui peuvent faire support-résistance, et qui montrent comment peut évoluer la dynamique, donc qui forme et déforme les indicateurs techniques. Donc ce qu'on a vu précédemment, donc grâce à Oggy et Jack, on peut voir les futurs possibles en fonction des moyennes mobiles. Du coup, quand on sait qu'on va passer par exemple un Oggy et qu'on a besoin que notre M7 passe verte pour faire, je sais pas, un croisement haussier par exemple, c'est intéressant là du coup d'avoir le niveau de polarité de cette M7. Et donc en ATS, pour tracer ces traits horizontaux, donc Oggy et Jack, donc on a besoin de repères visuels. Pour Oggy, c'est à moins 8 périodes de la période actuelle, et pour Jack, c'est à moins 21 périodes de la période actuelle. Je vais vous montrer ça sur les graphes. Alors, tac. Oggy et Jack. On va commencer par Oggy. Ah oui, j'en avais fait un paquet. Oggy, ici. Donc, exemple très simple. On est sous Oggy année sur GBP-AUD. Pourquoi on reflue dessous? Parce qu'on a un potentiel, même si la M20 commence tout juste à se former, en tout cas avec mon historique, on a un potentiel non-croisement baissier année. Et ça d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, je m'excuse totalement, puisque je vous ai parlé seulement du croisement, mais pas des autres croisements. Alors, pour les faux croisements, voici l'idée. Donc l'idée, pardon, je déroge totalement, je fais une parenthèse qui est énorme, j'ai totalement loupé cette partie-là. Et du coup, pourtant c'est très important. Dans les croisements, je vous répète, il y avait donc les croisements forts et faibles, il y avait les faux croisements et il y avait les non-croisements. Je vous ai parlé des croisements, donc faibles et forts. Maintenant, on va parler des faux croisements. Je vais vous faire un seul exemple sur le faux croisement, mais on achète toujours sur support
et on vend toujours sous résistance. Ici, on a un support fort qui est Ogi plus 2 mois. On achète Ogi plus 2 mois et la bande de Bollinger inférieure hebdo. Quand M7 baissière a croisé M20 qui elle est haussière et qu'on remonte tout de suite derrière pour faire un croisement haussier, on appelle ça un faux croisement. Et étant donné qu'on a des supports qui sont Ogi plus 2 mois et la bande de Bollinger inférieure hebdo, je me pose très peu de questions et j'entre pour un possible haussier. Voilà pour le faux croisement. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails pour pas que vous ayez trop de choses à appréhender maintenant. Mais je ferai plusieurs lives sur les formes, peut-être les formes d'indicateurs, éventuellement plus tard sur Huggy et Jack, etc. pour rentrer un peu plus dans les détails. Donc croisement, faux croisement. Maintenant on passe au non-croisement. Le non-croisement, allez, un exemple ici qui est magnifique. Donc le non-croisement, c'est quand M7, donc là on va parler du non-croisement haussier, donc quand M7 qui baisse quelques périodes jusqu'à s'approcher de M20 qui elle est haussière, donc M7 baisse vers M20 qui elle est haussière, puis M7 remonte. Donc on parle de non-croisement, ça porte bien son nom, on ne croise pas, on non-croise. Donc l'objectif théorique sera toujours, comme le croisement et le faux croisement, la bande de Bollinger, mais vous voyez bien que dans notre exemple, vendre tout ici, c'est totalement dommage, étant donné que le trade a quand même donné plus que... Ouais, a vraiment beaucoup donné d'ailleurs, puisque si on achetait sur le support, alors si on achetait, il me semble que le support était... faut pas que je me plante. Voilà, ok. Le support, excusez-moi, le support était M7 année ici. Ouais, ça remonte, c'était quand même le 3 janvier 2017. Donc si on achetait M7 année, dans l'idée du possible non-croisement haussier trimestre, on se retrouvait à faire 37,50 $. Bon, après, si vous étiez motivé, jusqu'à 137 $ actuellement. Mais bon, dans l'idée, moi j'aurais vendu, je pense, une très bonne partie, voilà, voire la totalité, à 50 $. Voilà pour le non-croisement. Je vais reprendre, du coup, ça c'était la parenthèse parce que j'avais complètement oublié de vous en parler. Mais je vais reprendre donc Huggy et Jack. Du coup, Huggy et Jack. Passons sur Huggy. Huggy, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un non-croisement, on en était là. Donc le reflux sous Huggy, qui est le trait bleu ici. Donc vous voyez le trait vertical qui me sert de repère. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à moins 8 périodes de la période actuelle. On voit qu'il y a un reflux dessous. Et ce reflux est dû à le possible non-croisement baissier année que pourrait subir le GBP AUD. Puisque pour avoir un non-croisement baissier année, il faut que M7 année reste baissière. Puisque pour que le non-croisement se mette en place, il faut que la M20 continue de baisser et que M7 qui est remonté un peu vers M20 baisse ensuite dans la continuité de M20. Voilà pourquoi on reflue sous Huggy, pour garder cette fameuse M7 année baissière et mettre en place ce non-croisement baissier. Ensuite, j'ai le pétrole. Alors le pétrole, j'avais simplement vu un reflux sous Huggy plus 1 mois. Il faut savoir qu'Huggy et Jack, on peut les utiliser jusqu'à plus 2 périodes après la période actuelle. Donc, à moins 7 et moins 6 périodes. Ici, on est à moins 7. Pourquoi
on reflue dessous parce qu'apparemment, on pourrait potentiellement ouvrir le mois prochain. En tout cas, si on reste sous Oggy plus 1 mois, on pourrait possiblement ouvrir sous une M7 rouge, donc au 1er janvier. Ce qui pourrait être assez fatal, en tout cas théoriquement, pour le pétrole. Voilà pourquoi on reflue dessous, parce qu'il y a c'est quand même un niveau d'importance, puisqu'on joue la polarité de la M7 du mois prochain. Et si on ouvre sous une M7 rouge, clairement, la M7 rouge, c'est une résistance, donc on peut refluer dessous. Ensuite, action américaine, Bank of America. Alors là, c'était magnifique, puisque on a rebondi, donc c'était en janvier 2020, donc crise Covid, tout ça. On a rebondi sur le Oggy plus 1 à l'époque, année. Pourquoi on a rebondi sur ce Oggy? Parce que on a un croisement haussier fort. Vous le voyez ici dans l'ellipse. Donc M7 haussière croise M20 haussière. Donc l'objectif théorique serait la bande de Bollinger supérieure année. Donc pour avoir ce croisement haussier fort, il fallait que M7 année reste haussière. Et pour préserver la hausse de cette M7, il fallait préserver son Oggy. Donc voilà pourquoi le rebond au millimètre sur Oggy. Année. Ensuite, Baxter. Baxter, qu'est-ce que j'avais? J'avais plusieurs choses. J'avais le support du coup sur Oggy semestre pour préserver cette M7 haussière, puisque M7 haussière du coup ne fait pas résistance. Par contre, M7 baissière aurait fait, elle, résistance. Et ici, on peut constater un reflux, ou en tout cas une résistance potentielle sous Oggy trimestre plus 1, qui mettrait potentiellement en péril, cette sorte de... Bon, il n'est pas magnifique, mais ce non-croisement haussier trimestre possible. Puisque, encore une fois, pour que le non-croisement soit possible, il faut que M7 reste haussière. Si elle passe baissière, le non-croisement est totalement avorté. Donc, dans l'idée, si là on est à 86,10 sur le Oggy, je vais le noter. Voilà. Si on ne dépasse pas au 31 décembre 2021 ce Oggy trimestre, on aura au 1er janvier une M7 trimestre baissière. Donc le non-croisement est terminé et on aura un potentiel reflux. Voilà, tout simplement. Alors, petite question. Oggy et Jack, tu peux les projeter jusqu'à combien de périodes dans le futur? Donc c'est jusqu'à plus de périodes. Donc en gros, la période actuelle, c'est -8, et on peut le projeter jusqu'à -7 et -6. Voilà. Au-delà, ça sert plus à rien. Mais c'est parlant jusqu'à -6. Donc ensuite, Kimberly Corporation. Alors, support sur le Oggy mois, ici, visible. Pourquoi ce support? Puisque on a un possible croisement haussier. Donc un croisement haussier qui pourrait nous emmener sous la bande de Bollinger supérieure mois. Voilà pourquoi ce Oggy a été préservé, pour ce croisement haussier possible en mois. Ensuite, AMT, j'ai plusieurs choses. J'ai le support sur, donc là on a plus ou moins un cluster sur Oggy mois plus M20 mois, ici. Donc, encore une fois, pour préserver la hausse de notre M7. Et on a une résistance sous Jack Hebdo, qui nous permettrait, si on le passe, de faire passer notre M20 haussière, qui pour le moment du coup est baissière, et qui ne fait pas support, et à tout moment
on pourrait refluer dessous, elle ferait résistance, et ça en serait terminé pour l'action, en tout cas à court terme. Donc là, c'est totalement une phase pour moi neutre. Je tenterai pas forcément d'acheter ici, étant donné la résistance Jack Hebdo qui est présente. Voilà pour Oggy. On va passer du coup à Jack. Oui, donc Jack, vous avez eu une petite prémisse ici du coup pour la transition. Donc Jack sur, allez, sur ATVI, du coup on en avait discuté donc dans le refus de phase 3, dans la partie du refus de phase 3, donc support sur le Jack plus 2 trimestre, visible ici, flèche verte. Pourquoi? Pour simplement préserver justement cette M20 haussière, puisque si M20 là passe baissière, on aura une énorme résistance et un reflux sera totalement possible, et on pourra viser ici soit M20 semestre, soit la bande de Bollinger inférieure trimestre. Voilà. Donc une fois qu'on sait ça, que sous Jack plus 2 trimestres, donc dans 2 trimestres, si on passe dessous, M20 sera baissière, donc c'est un niveau très important. Si on ne le préserve pas, ça sent mauvais pour les périodes à venir. Ensuite, DHR très visible. Bon, ça c'est pas une forme très reconnue, on va dire, mais en tout cas, on veut préserver notre M20 haussière. Donc, on voit très bien, toujours au millimètre, que Jack Hebdo ici a fait support pour qu'on puisse rester avec nos moyennes vertes et viser la bande de Bollinger supérieure jour. Hebdo, pardon. Ensuite, allez, AMT, il me semble qu'on l'a fait. Oui, on l'a fait sur Oggy avec le Oggy moi. Donc du coup, on a le Jack Hebdo qui fait résistance. Voilà pour Oggy et Jack. Donc compliqué d'anticiper le refus de phase 3 baissière sur ACTI. Sur ATVI, tu veux dire peut-être? Oui. Alors, compliqué d'anticiper, non, pas du tout, étant donné que, de toute manière, tes niveaux sont clairs avec l'ATS. Tu sais que Jack plus 2 trimestres peut faire support. Tu achètes le support, tu mets un stop juste en dessous. À partir de là, t'acceptes ta perte s'il y a perte. Mais d'un autre côté, le gain potentiel peut être intéressant, puisque le refus de phase 3 peut t'emmener, bon, la M7 va bouger, mais au moins jusqu'à 73 $, puis peut-être autour de 80 $. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, en tout cas sur les bases de l'ATS dans leurs grandes lignes, encore une fois. Là, c'est la théorie, vraiment dans les grandes lignes, mais il faudra en parler plusieurs heures et faire plusieurs analyses pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Mais voilà, en tout cas, vous avez les grandes lignes, et si vous voulez bosser un peu dessus, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez en tout cas en discuter sur Twitter, pareillement, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre. Si vous avez des doutes, des questions, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc une fois qu'on a les théories, on va essayer de rentrer un peu dans la pratique. Donc pour utiliser l'ATS, il faut se servir donc de tous les éléments qu'on a vus précédemment. Donc les indicateurs techniques qui font support résistance, les 6 unités de temps en même temps, Oggy et Jack. C'est pour ça qu'on parle de systémique. Et avec tous ces éléments, on va pouvoir créer donc des scénarios dynamiques, autrement dit des plans de trade, des plans de trading. Donc comment on fait ça? On repère donc la tendance établie donc à l'aide des bandes de Bollinger, des moyennes et du SAR.
On cherche les supports à résistance, si on est en tendance, les supports, si on est en tendance haussière, pardon, les supports, et si on est en tendance baissière, les résistances. Donc, dans notre scénario dynamique, on cherche un ou plusieurs possibles, et on regarde donc s'il y a des Ogi et Jack d'importance autour de ces possibles. Donc, soit qui font support-résistance, soit qui permettent de mettre en œuvre le possible dans l'avenir. Et bien sûr, on apprécie notre risque reward, pardon, avant d'entrer en position. Mais ça fera peut-être sujet d'un autre live, parce que là, on part dans de la gestion. Donc, allez, je vais vous montrer quelques scénarios dynamiques qu'on peut mettre en place ici. Alors, scénario dynamique. Donc, l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous en ai un peu parlé donc, dans le refus de phase 3. Mais je vais vous faire littéralement la démonstration en pratique. Donc moi, si je devais rentrer en position là-dessus, très clairement, je mettrais... Alors attendez, je vais peut-être répondre à 2-3 questions avant, parce que... Des livres à conseiller sur l'ATS. Alors non, ça a été créé de toutes pièces, donc par un trader professionnel, voilà, par Eric. Du coup, non, il n'y a pas vraiment de support là-dessus. Mais n'hésite pas à me suivre sur Twitter, à regarder les lives, et je pense qu'à terme, tu comprendras pas mal de choses déjà. Et donc non, pas de livre. Dono, il y a un intérêt à tracer au guide Jack automatiquement pour faciliter l'identification de support résistance. Alors ça, c'est une bonne question. Alors non, il n'y a pas besoin de les tracer. Il n'y a pas besoin de les tracer automatiquement, puisque l'idée c'est vraiment de les tracer uniquement quand ils font sens. Donc quand je dis quand ils font sens, c'est quand il y a des possibles. Donc dans un croisement haussier, pourquoi pas tracer, enfin en tout cas regarder s'il y a un intérêt sur le Hogi pour voir jusqu'où M7 peut rester haussière pour établir un croisement haussier, potentiellement. Voilà. Donc non, il faut vraiment les tracer quand il y a un sens, quand il y a un intérêt, donc quand il y a des possibles. Ensuite, tu pourrais nous parler de Tesla que tu avais publié sur Twitter. Eh bah oui, bah en plus elle est dans mes scénarios dynamiques, donc pas de problème. Alors déjà on va faire Eurodoll, donc l'Eurodoll, il y aurait matière à développer un bot dead. C'est-à-dire un bot dead. Un robot qui te permettrait de visualiser les possibles, c'est ça que t'entends? Moi, je suis trop passionné par les marchés financiers pour laisser faire un robot, mais après, si t'as envie de développer ça, fais-le, il n'y a aucun problème. Donc, alors, ici, par exemple, dans la pratique, on a la résistance qui est le SAR hebdo, on a la résistance qui est M7 mois, et on a la résistance qui est M20 semestre. On entre logiquement au plus haut, étant donné le cluster de résistance, on a peu de questions à se poser. On met le support au-dessus, là je vous le trace vraiment à vue d'œil sur le trait noir. Donc ça fait du 1,19 203. Voilà, on met le stop par ici, on entre, on sort une partie de la position sur M7 jours et une autre partie sur M20 jours, et si on veut, on laisse courir 10-15% de la position. Donc littéralement, ça fait, on a un possible refus de phase 3 haussière jour, avec les résistances SAR hebdo, M7 mois et M20 semestre. Voilà, tout simplement. Littéralement, le scénario, c'est ça. Ouais, c'est un peu coton à développer, je pense, avec un bot. Ensuite, Tesla. Donc Tesla, ouais, ça, je l'ai posté sur Twitter, c'était pas mal.
Même si et je suis relativement d'accord avec Eric là-dessus, on avait cassé donc le plus bas de la phase 2. Voilà. Donc, c'est pas le plus beau des refus de phase 3 baissière jour, mais bon, en tout cas, il a fait le boulot, malgré tout. Mais c'est à éviter. Comment? Quand on casse le plus bas de la phase 2 ou le plus haut de la phase 2, c'est pas très bon signe souvent. Bon, là, ça l'a fait, mais ça le fait pas forcément à chaque fois. Du coup, littéralement, ici, pareil, on a un refus de phase 3 baissière jour possible sur le support M20 hebdo. Voilà, tout simplement. Et toujours pareil, on vise M7 dans un premier temps, puis M20. Là, clairement, je pense qu'il a tout donné. Peut-être qu'à terme, on va aller encore au-dessus. Mais en l'état actuel des choses, voilà, il a suivi la définition même du refus de phase 3. Ensuite, sur le GBP USD. Donc, on a un support qui est M7 semestre, M20 trimestre, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, Ogi semestre, ouais. Ogi semestre et M7 semestre qui font cluster. Donc ici, on a vraiment une grosse zone, un gros niveau d'achat possible. Et avec le croisement SAR M20 qui arrive, le refus de phase 3 baissière hebdo est largement envisageable. Et c'est même trop simple là, pour le coup. Donc, encore une fois, on se dit qu'un refus de phase 3 baissière hebdo est possible sur le support M20 trimestre et Ogi semestre et M7 semestre. On vise M7 dans un premier temps, puis M20. Voilà, alors dans les scénarios dynamiques, j'ai mis que des refus de phase 3, tout simplement parce que c'est ceux que je cherche le plus, puisque je pense qu'ils ont un taux de réussite plus élevé probablement que les croisements, les faux croisements et les non-croisements. Voilà, après ça c'est simplement mon avis. Voilà pour les scénarios dynamiques, en tout cas pour la pratique de l'ATS. Bien sûr, c'était vraiment les prémices de la théorie. Il y aura d'autres lives. L'idée, c'est vraiment de développer ça tranquillement avec vous, que vous soyez pas, que vous vous retrouviez pas tout seul dans un bain d'informations qui peut sembler compliqué au premier abord, mais qui l'est vraiment pas du tout pour le coup. C'est sûr que oui, ça peut changer des traits chartistes ou de l'Ishimoku qu'on voit relativement souvent. Mais voilà, pour moi, l'intérêt de l'ATS, c'est que ça ne laisse pas de place à la subjectivité, puisqu'il n'y a pas de traits à tracer, en tout cas, à part Ogi et Jack, mais ce sont vraiment des traits qui font sens, puisque ça rentre dans le système avec nos moyennes. Voilà. Je pense que c'est très visuel, ça ne laisse pas de place à la subjectivité. Au moins, on a tout sur le même écran, on n'a pas besoin de travailler nos graphiques pendant des heures. Moi, clairement, mes analyses, c'est 1 heure par semaine qui me permettent de sortir entre 3 et 4, 5 actifs maximum. Je rentre dedans le lundi et je sors dans la semaine les 3 quarts du temps. Donc voilà l'idée. C'est vraiment de gagner du temps avec un système clé en main qui permet de tout avoir sur un seul graphique. Tu peux nous dire un mot de tes perfs avec cette méthode? Alors moi, mes perfs, ça fait quoi? Ça fait à peu près 7 ans que j'utilise l'ATS. On va dire que ça fait à peu près 6 ans que je suis rentable sur les marchés. Mes perfs, moi en fait si vous voulez j'ai des comptes un peu de partout. J'ai des comptes crypto, j'ai un compte chez IG, j'ai un compte chez Darwinex. Et les perfs c'est souvent à 2 chiffres
depuis 6 ans. Voilà. Il y a des moments où j'arrive au mois d'octobre avec 9%. Bon, j'ai un peu les boules, mais faut pas oublier que à l'heure de la crypto, voilà, les rendements à 3 chiffres annuels, euh, bon, déjà, j'y crois pas forcément, mais c'est pas vraiment viable, sachant que les 3 quarts du temps, il y a du levier, il y a beaucoup de leviers utilisés. Je suis pas du tout fervent amateur du levier. Du coup, les performances se construisent lentement sur la durée, mais l'idée c'est vraiment de rester dans le temps. Je veux pas, moi je veux pas dans 3 ans tout arrêter parce que je fais plus de perf, parce que j'utilise trop de leviers et que c'est trop compliqué à gérer. J'ai vraiment envie de durer et je prends un plaisir à faire des jolis trades, mais sans stress parce que je suis en levier 10, etc. Hors crypto. Ouais, non, ça c'est hors crypto parce que la crypto, je m'y suis mis réellement en janvier 2021. Donc, et les 3 quarts du temps, en plus, c'est de l'investissement. Je fais pas forcément d'aller-retour sur les cryptos. J'aime bien analyser pour les tendances, pour savoir où entrer exactement. Mais c'est pas. Je fais très peu d'aller-retour, même swing sur de la crypto. Je vais probablement là m'y mettre en 2022 en ouvrant un compte chez FTX, je pense. Mais voilà, pour essayer. Mais l'idée, c'est d'éviter là aussi un peu le levier. Surtout quand on voit les perfs crypto, quand on peut faire des 15% dans une journée, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre du levier. Existe-t-il une formation pour se former à l'ATS? Bah, il en existera probablement une un jour. C'est, c'est un peu l'idée. Euh, en attendant, voilà, je pense que déjà Twitter, mon compte Twitter peut vous permettre d'avancer un petit peu. Et voilà, enfin, si après vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé euh, si vous avez le moindre doute. Mais déjà, pour dégrossir un peu les traits de l'ATS, n'hésitez pas à aller checker mon Twitter. Et après, oui, je pense qu'en 2022, il y aura des belles choses sur l'ATS qui permettront au plus grand nombre euh, d'apprendre cette méthode, qui est vraiment très efficace pour le coup. Ouais, bah ouais, il va falloir digérer tout ça, j'imagine, ouais. J'imagine que j'imagine que ça peut être compliqué, mais mais c'est vraiment au premier abord. C'est dans l'idée, c'est toujours pareil, plus on en fait, plus ça passe, et, euh, et voilà. Enfin, c'est surtout une déconstruction de par tout le chartisme et le Ishimoku ou autre, que sais-je, qu'on voit, qui est à faire, mais sinon, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, quoi. Méthode et merci Donald pour la présentation. Va falloir quand même que je revoie ça en profondeur. Bah ouais, j'imagine. J'imagine. Marie, Dono, c'est Marie. Merci, je reverrai le YouTube avec plaisir. C'est gentil, Marie. Euh, tac. Ouais, donc le YouTube, ce sera probablement vendredi, j'espère. Euh, merci, Eric, c'est gentil. C'est gentil. Ouais, t'es un peu. Tu me brosses dans le sens du poil, mais c'est gentil. Bon, je sais pas si vous avez lu les points à retenir, mais ils sont relativement importants, je vous les lis. Donc l'ATS est systémique et dynamique, pour retenir ça. Nous anticipons donc des formes possibles qui sont le croisement, le faux croisement, le non-croisement et les phases des bandes de Bollinger sur des supports ou résistances, super important. Les supports et résistances sont toujours la moyenne mobile à 7 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes, le SAR et les bandes de Bollinger. Oggy et Jack peuvent également faire support en résistance. En ATS, on crée automatiquement des scénarios à l'aide de possibles. Donc l'idée principale de l'ATS est donc d'avoir un système d'analyse et de gestion entièrement visuel. Pas besoin de tracer de traits, tout est dans le graphique, donc, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, je pense avoir fait le tour. Peut-être que j'ai oublié des choses. Enfin, mais bon, encore une fois, c'était mon premier live. C'est pas très simple, mais voilà, ça c'est fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes des warriors.
parce que voilà, faut quand même bouffer le support, mais je vous remercie, et puis dans les prochains lives, je pense que j'essaierai de faire des analyses, en tout cas des scénarios dynamiques, pour montrer un peu la pratique, une multitude de fois pour que ça rentre et que ça rentre, parce que dans tous les cas, comme on dit, faut bouffer du graphe pour comprendre les rouages de n'importe quel système. Et voilà. Prochain live quand? Prochain live quand? Normalement, je vais faire une mensuelle. Donc logiquement, j'aurais tendance à vous dire au mois de janvier. Mais voilà. En attendant, je vais prendre un peu de vacances et puis couper un peu des marchés, des réseaux sociaux, et puis revenir à puissance 10 000. Et voilà. Merci Eric, c'est gentil. Merci Julien, merci Daniel, vous êtes top les gars.